C'est le journal du télétravail. Le télétravail, c'est quand on ne travaille pas au travail. Ça, c'est simple. Mais le télétravail, ce n'est pas forcément à la maison. Certains, souvent indépendants, le pratiquent à longue distance, de préférence au soleil. D'autres, pour séparer géographiquement le lieu de vie de celui où ils posent leur ordinateur portable et leur dossier, choisissent les espaces de coworking. Encore un mot que l'on connaît bien maintenant. Il en est un autre, récent et qui s'étend, qui est moins connu, c'est le co-living. En deux mots, la colocation augmentée. Alors dans cet épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler, nous allons parler de ce qui rapproche ces deux approches, le co-living et le coworking. Pour en savoir plus et mieux comprendre, je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Mortier, PDG du groupe Clay. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le journal du télétravail. Le groupe Clay, on va y revenir, c'est un groupe qui installe et qui opère des résidences de co-living un petit peu partout en France, dans beaucoup de grandes villes et de villes moyennes. Et justement, on va d'abord commencer par peut-être expliciter ce qu'est, si vous le voulez bien, le co-living. Parce que dans le journal du télétravail, on parle des formes de travail de demain, du travail hybride et donc aussi évidemment souvent du coworking. Et ma grande question aujourd'hui, c'est y a-t-il des différences, mais surtout des similitudes entre le coworking et le co-living ? Alors je vous demanderai, avant de répondre à cette question, de répondre à une autre. Le co-living en quelques mots, c'est quoi pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ? Alors le co-living, c'est le vivre ensemble. En fait, c'est une adaptation de l'hébergement et d'une forme de logement à un partage et à une vie en communauté. Voilà. Donc nous on fait du co-living Clay pour étudiants. Donc ils vivent ensemble dans une grande résidence avec beaucoup d'espaces communs, et voire même d'ailleurs des appartements qu'ils partagent. Et on fait aussi du co-living pour jeunes actifs. Qui sont donc ces jeunes de 25-35 ans en transition de vie qui cherchent un logement et qui ont envie de démarrer leur vie en habitant peu ou prou avec leur communauté, en tout cas en partageant des longs moments de vie avec leur communauté. Quand vous parlez de différents espaces communs, ça veut dire que ça ne se limite pas à la buanderie, à la cuisine, c'est ça ? Ah non, pas du tout. Non, ce sont des espaces de vie. Donc, ce sont des espaces de partage. Nous, on appelle ça le cosy pour les endroits, le lieu où on partage un moment de plaisir. Le lab, on partage aussi des moments de travail, on va y revenir. Des espaces de sport. Non, ce sont des très, très grands espaces de vie partagés pour vivre ensemble. Rien qu'avec les espaces de sport, avec le terme lab, on retrouve quand même vraiment déjà des termes qu'on retrouve là aussi dans le coworking. Alors, Jean-Baptiste Mortier, s'il vous plaît, en deux mots, qu'est-ce qui, selon vous, sépare le co-living et le coworking ? Et puis en beaucoup plus de mots, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui rassemble et qu'est-ce qui ressemble entre ces deux formules et ces deux appellations ? Alors, si ça vous va, je vais démarrer par qu'est-ce qui ressemble et qu'est-ce qui rassemble. Si vous voulez. C'est l'adaptation d'ensembles immobiliers à de nouveaux usages. En fait, ça et tout ce qui rassemble en fait ou ressemble entre les deux, c'est cette vie en communauté, ce sont ces moments de partage. On travaille beaucoup plus ensemble aujourd'hui dans le cadre de projets que hier. Les bureaux sont beaucoup plus ouverts. C'est à peu près pareil pour l'environnement du logement. On habite beaucoup plus ensemble aujourd'hui, notamment quand on démarre sa vie. On prend des appartements, on fait de la coloc. C'est un peu l'histoire du co-living, la colocation. Et donc, les similitudes, c'est en fait la mise en commun de tous ces moments de vie, que ce soit dans son logement ou que ce soit dans son environnement de travail. Et puis, pour être très clair aussi, le télétravail qui est arrivé notamment et qui s'est un peu démocratisé après le confinement a fait qu'il a fallu aussi adapter les ensembles de logements et d'hébergements, notamment les ensembles de co-living, surtout les ensembles de co-living, parce que quand on habite chez soi, que ce soit dans un studio ou que ce soit dans un petit appartement, dans un ensemble de co-living, on a besoin de faire du télétravail. Aujourd'hui, on en fait de plus en plus, et donc il a fallu aussi que ces ensembles immobiliers s'adaptent. Voilà, quelles sont un peu les grandes tendances. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, tout ça est réuni autour du terme de flexibilité, c'est-à-dire que le coworking permet une flexibilité à l'entreprise pour avoir plus d'espace de travail si besoin, mais pas forcément en permanence et loué à 100% du temps. Et puis le co-living, c'est aussi une certaine flexibilité, puisqu'on n'y habite probablement pas pour 3-4 ans, mais on y vient pour des périodes de transition de vie. Et donc, c'est un moment où on peut, même éventuellement d'ailleurs, quand on fait un petit gap de salaire dans sa vie, on peut très facilement, quasi du jour au lendemain, prendre un studio un petit peu plus grand. Donc, cette flexibilité, je pense que c'est le terme qui rapproche vraiment
ces deux ensembles. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que ça existe peut-être déjà, que certains espaces réunissent les deux? Est-ce que dans un espace de co-living, finalement, on ne retrouve pas aussi la possibilité de faire du coworking? C'est évidemment une bonne question. Moi, je rapprocherais plutôt le télétravail de l'environnement de l'hébergement. Quand on travaille télétravail, on travaille de chez soi une journée, 2 journées par semaine. On a rarement envie de descendre 5 étages de son appartement jusqu'au premier étage pour faire du coworking ou pour aller travailler dans le même immeuble que l'immeuble dans lequel on vit. Sinon, on sort pas. Et d'ailleurs, on voit dans un certain nombre d'ensembles de co-living que finalement, les espaces de coworking qui sont attachés à cet ensemble immobilier de co-living sont plutôt utilisés par des gens de l'extérieur qui viennent louer des espaces de coworking dans cet ensemble-là, plutôt que par des gens de l'immeuble qui habitent dans l'immeuble et qui descendraient au premier ou deuxième étage faire du coworking. Donc, bien entendu, c'est lié, mais c'est moins lié pour des questions de lieu et de situation que pour, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, des raisons de flexibilité. Ou d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'autres similitudes. Partager des moments de vie, ne pas s'isoler, se rapprocher de la ville. Tout ça, c'est des similitudes entre co-living et coworking. On fait rarement le coworking dans l'immeuble dans lequel on vit. Et c'est ça. En revanche, effectivement, dans le même immeuble, on peut retrouver les deux, même si ça va pas être avec les mêmes acteurs, avec les mêmes personnes. Le fait de se retrouver tous ensemble peut apporter une certaine émulation dans le travail, comme dans la vie quotidienne finalement. Bien entendu. Mais en fait, quand on parle de coworking, on parle aussi des incubateurs de start-up. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est une forme de coworking, c'est-à-dire avoir à côté de soi des gens qui font des métiers peut-être connexes, voire même des métiers un peu différents, mais être capable dans la journée d'échanger avec eux pour savoir ce qu'ils ont réussi ou ce qu'ils ont raté, quel type de stratégie ils ont mis en place dans tel type de métier, tel type d'environnement. C'est évidemment un enrichissement du quotidien. Et d'ailleurs, les incubateurs ont bien compris ça. Mettre des startups ensemble et essayer de mutualiser, créer des synergies entre ces entreprises, c'est très clairement ce que le coworking a essayé de faire. Et le co-living, c'est finalement un peu la même chose, c'est-à-dire on s'enrichit de la différence de son voisin de palier qu'on va croiser dans des espèces de sport ou au rez-de-chaussée, au restaurant ou dans la cafétéria. Et donc en fait c'est cette émulation, ce lien, ce partage, ce moment de communauté de vie qui est une richesse dans les deux cas. Jean-Baptiste Mortier, je rappelle que vous êtes le PDG du groupe Clé, un groupe qui crée, qui opère des résidences de co-living, donc un petit peu partout en France. Vous êtes avec nous aujourd'hui dans le journal du télétravail pour nous parler de ces similitudes, de ce qui peut rassembler, ressembler, voire parfois séparer le co-living que vous connaissez bien et le coworking que nous commençons tous à bien connaître. Et puis, je voulais vous demander, dans le journal du télétravail, nous parlons de plus en plus finalement du travail de demain, donc le coworking ou le travail hybride. Il est clair que c'est potentiellement le travail de demain. Le co-living, c'est l'offre aussi d'habitation de demain, selon vous? Ça a été un peu jusqu'à aujourd'hui tarte à la crème. Si vous voulez, aujourd'hui, vous avez 60 opérateurs de co-living, certains qui louent des appartements à des particuliers qui les sous-louent en colocation à des gens, on appelle ça co-living. Ils ont jamais vu, c'est des plateformes qui n'ont pas vu de clients. Mais malgré tout, heureusement qu'ils sont là, parce qu'il y a un tel déficit d'offres de logement qu'ils arrivent, eux, à aller chercher auprès de particuliers des appartements pour ensuite essayer de les sous-louer à des jeunes qui, eux, ne peuvent pas se loger. Donc, ils font leur travail. Mais il y en a beaucoup. Et sur ces 60 opérateurs, il doit y avoir en France 7 ou 8 000 lits co-living. Alors, on en attend 23 ou 24 000 dans les prochaines années. Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas à l'échelle de la problématique du logement en France où on dit que chaque début d'année, il manque 200 000 logements dans le pays. Donc, ça va être une des réponses, en tout cas pour cette catégorie des jeunes. Elle va pas suffire, mais elle a le mérite d'être là. Voilà, on espère que ça va se développer, mais ça reste encore aujourd'hui très marginal. Alors nous, on fait plutôt des résidences entre 150 et 400 lits. Vous avez d'autres opérateurs qui font des petites maisons, donc vous avez beaucoup une offre assez diversifiée selon les besoins, et c'est vraiment à reconnaître. C'est-à-dire qu'on est très actif en fait sur ce marché en France. Bon, on en fait un peu aujourd'hui toute une montagne du co-living. Je pense que le marché va se réguler, se concentrer un peu, parce que c'est aujourd'hui plutôt une mode que réellement dans l'esprit de certains opérateurs un besoin, quoi. En ce qui concerne le coworking et le travail hybride, est-ce que justement c'est une mode? Est-ce qu'elle est en train de se réguler? Parce qu'on le verra dans de prochains épisodes, on l'utilise beaucoup, mais un petit peu moins en France qu'ailleurs, à l'étranger, ou est-ce qu'au contraire ça va continuer à se développer? Ça, c'est une vraie question que nous allons explorer évidemment avec vous au fil des épisodes dans le journal du télétravail. Jean-Baptiste Mortier, dans votre entreprise,
Combien de personnes travaillent? Est-ce qu'elles sont toutes sur site? Est-ce qu'elles sont en travail hybride, en télétravail? Comment ça marche chez vous? C'est la flexibilité la plus extrême. Voilà. C'est-à-dire que on peut faire du télétravail, c'est évidemment à la discrétion du manager selon les besoins de la direction, du service dans lequel est le collaborateur qui souhaite faire du télétravail. C'est-à-dire que c'est pas inscrit dans le marbre, c'est-à-dire on dit pas il y a 2 jours de télétravail par semaine obligatoire ou inscrit dans le contrat de travail. Je pense que ça a pas de sens en fait. Quand on parle de flexibilité, il faut aller jusqu'au bout dans cette flexibilité, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'être flexible jusqu'au bout de ce que souhaite un collaborateur. S'il y en a un qui souhaite faire 4 jours de télétravail une semaine et que son manager lui dit « Ah ben c'est très bien cette semaine si tu veux faire ça, moi ça me pose strictement aucun problème, on échangera plutôt. » Ça nous va. Enfin, moi, ça me pose strictement aucun problème. Et puis, si une semaine, il faut lui, cette semaine, il peut pas y avoir de télétravail pour telle et telle raison, on a des échéances importantes, des enjeux là et là, ça va aussi. Donc, je pense que c'est cette flexibilité à laquelle l'entreprise doit se caler. Et il faut aussi que le collaborateur puisse la comprendre dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Hein, ça va souvent dans le sien, mais ça peut aussi aller dans le sens de l'entreprise dans certains cas. Donc voilà, moi, je reste sur la flexibilité la plus totale, en lien quand même avec les besoins de l'entreprise et donc les décisions des managers. Pas trop de cadre finalement, il ne faut pas que ça soit, vous disiez, inscrit dans le marbre, le travail hybride. Soit on pense que c'est de la flexibilité, soit on pense que c'est un avantage. Moi, je pense pas que ce soit un avantage qu'on travaille de chez soi ou qu'on travaille dans son entreprise. Il y a des avantages dans les deux. Quand on est chez soi, on est peut-être un petit peu plus au calme, dans un cadre qui convient mieux à certains. Quand on est au sein de son entreprise, on est peut-être aussi content d'avoir ses collaborateurs à côté, de pouvoir prendre un café avec d'autres et de discuter. Donc les deux ont leur atout. Mais quand on parle de télétravail, on parle de flexibilité du temps de travail. Cette flexibilité, il faut qu'elle joue à plein. On va pas dire télétravail mardi, mercredi pour tout le monde. Ça marche pas. Et en plus, ça sert pas. Il peut y avoir des obligations ces jours-là. Donc, je pense qu'il faut rester dans cette ouverture d'esprit complète et se dire que le télétravail, c'est de la flexibilité du temps de travail. Donc, il faut être capable, cette flexibilité, de l'adapter d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, et donc ne pas en faire quelque chose de rigide. Ce serait l'inverse. L'ouverture d'esprit indissociable et indispensable pour le télétravail réussi. On va rester là-dessus, c'est une très bonne formule. Merci beaucoup Jean-Baptiste Mortier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Clay, les résidences Clay. Il y en a un petit peu partout en France maintenant, c'est du co-living. Il y en a à Paris, à Montpellier, à Rennes, Toulouse, Rouen, Reims, Marseille, Caen, Brest. Vous voyez, l'offre est assez diversifié. Et puis, j'imagine que vous avez aussi des projets pour développer de nouvelles résidences un petit peu partout. On peut vous suivre sur Internet, sur clay.fr. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du Journal du Télétravail. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Le Journal du Télétravail, vous le retrouvez évidemment sur toutes les plateformes de podcast et principalement sur capital.fr. Il y a également des prolongements à suivre et à lire dans votre magazine Management, que vous retrouvez, lui, en kiosque. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Journal du Télétravail. C'est le Journal du Télétravail.